Alors Nathalie Obadia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Lacan Web TV. Je vais vous présenter rapidement, même si ce n'est pas vraiment la peine. Vous êtes une galeriste réputée. Vous avez ouvert votre première galerie à Paris en 1993. Il y a une petite quinzaine d'années, vous en ouvriez une autre à Bruxelles. Et il y a 2 ans, donc à l'automne 2021, vous ouvriez un nouvel espace dans le quartier Matignon-Saint-Honoré à Paris. Alors, vous exposez des artistes contemporains, émergents et reconnus de la scène artistique internationale. Et votre galerie participe aussi à la redécouverte d'artistes disparus. Je pense notamment à Seydou Keita, photographe africain, mort en 2001, que vous exposez actuellement donc, rue du Cloître Saint-Méry. Vous nous direz peut-être un mot, mais à la fin de cet entretien, sur le choix de l'artiste que vous exposez dans votre seconde galerie parisienne, donc rue du Faubourg Saint-Honoré. Il s'agit donc de Robert Kushner, artiste américain d'un style un peu particulier, qui témoigne d'une ouverture qui est peut-être pas tout à fait américaine, et l'un des fondateurs du mouvement Pattern and Decoration. Voilà. Alors, vous défendez aussi de nombreux artistes français, je pense à Fabrice Hibert, Luc Delahaye. Et enfin, vous avez un enseignement à Sciences Po à Paris sur le marché de l'art contemporain. Et nous vous recevons aujourd'hui pour parler avec vous de votre ouvrage qui en est déjà à sa seconde édition, donc publié aux éditions Le Cavalier, Géopolitique de l'art contemporain. Cavalier bleu. Cavalier bleu. Bon, le cavalier. Ah oui, le cavalier poche, le cavalier bleu. Bon. Alors, j'avais envie de vous faire réagir déjà sur le titre parce que il a un côté pas provocateur, mais un peu surprenant, on va dire, puisque on est un peu, bon, c'est un mythe, hein, évidemment, c'est une idée reçue qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais on a plutôt l'idée des artistes solitaires, glorieux, tout à fait imperméables au contexte politique de leur pays. Or, c'est vraiment une image que vous écornez totalement déjà avec ce titre et avec ce livre passionnant et qui nous plonge donc dans cette géopolitique de l'art contemporain. Alors, je dirais que c'est... D'abord, merci infiniment pour votre invitation. Ce livre est arrivé pratiquement après 25 ans de présence dans le marché de l'art à travers des foires d'art contemporain et des voyages pour aller au-devant des scènes différentes que la nôtre, c'est-à-dire en voyageant en Asie, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Et c'est vrai que petit à petit, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus liées, c'est-à-dire que les artistes font partie d'un système. Nous faisons tous partie d'un système qui est lié entre les expositions dans les musées, les foires auxquelles nous participons, donc les foires forcément avec des galeries et des artistes qui sont exposés, le choix des collectionneurs, le fait de faire appel à certains critiques d'art ou curateurs, comme on les appelle aujourd'hui, pour animer des biennales et des grandes expositions internationales. Et finalement, on s'aperçoit que ça n'est pas anodin, ce n'est pas juste un propos artistique, mais que cela a vraiment des incidences géopolitiques dans la mesure où des pays, par exemple, on l'a vu en Corée, la Corée, à un moment donné, après la période de dictature, a compris qu'il fallait développer non seulement son économie, mais aussi son rayonnement artistique, et que cela se faisait à travers des créations biennales dans son pays, de faire appel à certains conservateurs étrangers ou nationaux, d'exposer certains artistes, puisqu'effectivement, ça allait hisser sur la scène internationale artistique, et cela faisait qu'il y avait un rayonnement et que l'art participait au soft power justement de la Corée face au départ au Japon et à la Chine, et bien entendu à un niveau beaucoup plus international. Justement, alors vous utilisez ce terme de soft power, qui est parce que d'ailleurs dans votre livre il y a tout un vocabulaire qui est nouveau, on va dire, pour la personne qui connaît, qui n'est pas versée comme vous dans l'art contemporain, tout ce vocabulaire qui justement est un vocabulaire de ce nouveau système, quelque chose de très organisé. Vous venez de donner l'exemple de la Corée, mais en fait peut-être qu'on pourrait reprendre un petit peu au début, on va dire au milieu du XXe siècle, avec ce qui se passe aux États-Unis et comment les États-Unis finalement
Ils ont gagné la guerre. Cette guerre leur a permis de devenir la première puissance économique, militaire. Ils ont démontré leur puissance militaire, mais également idéologique, c'est-à-dire qu'ils ont, voilà, c'est le pays libre. Et en tant que tel, lapsus, New York va exporter, enfin les Américains vont exporter leurs artistes comme des artistes de ce monde libre. Donc ça commence, on va dire, de manière organisée à ce moment-là. Ça commence à ce moment-là. Déjà, il ne faut pas oublier que les États-Unis gagnent la Première Guerre mondiale, donc il y a quand même c'est court comme période, et ils ont compris qu'ils étaient maintenant dans le circuit international, que quelque part la doctrine de Monroe, où on reste dans son continent, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, voilà, il y a vraiment une alliance entre les États-Unis et le monde occidental, enfin l'Europe. Voilà. Et puis bon, voilà, la Seconde Guerre mondiale arrive, mais déjà en 1940, avant même que les États-Unis reviennent en Europe, il y a des personnages qui sont des personnages très messianiques, comme Henri Luce, par exemple, qui est d'ailleurs fils de pasteur, qui est à la tête d'un grand groupe de médias, et qui, en 1941, fait passer une couverture de Life en disant « Le XXe siècle sera américain ». Vous voyez, c'est très très clair. Voilà. Donc il y a vraiment des personnages comme Walt Disney, par exemple, est utilisé par le gouvernement américain dans les années 40 pour faire, et puis après d'ailleurs au moment du McCarthy, est utilisé pour, on se sert de son influence dans les pays d'Amérique latine et même aux États-Unis pour, on va dire, continuer à propager cette image de monde libre à travers la culture, les cultures évidemment plus populaires, mais on le voit aussi, d'ailleurs aussi avec le cinéma. Oui, le cinéma, tout le monde sait ça tout pour le le monde, cinéma, voilà, mais pas pour Alors l'art. pour l'art, ça se fait d'une manière peut-être moins visible, enfin moins visible en tout cas, moins populaire effectivement, mais ça se fait très vite, où les États-Unis d'ailleurs se servent, enfin les États-Unis, la CIA, des membres très politiques comme Rockefeller, qui est à la fois un politicien mais aussi un grand collectionneur, un grand mécène, qui donne beaucoup d'argent au MoMA, comprend qu'effectivement l'art peut servir de vecteur de liberté face au monde en Europe, avec cette coupure avec le monde soviétique, et tout d'un coup, avec, on va dire, la complicité de curateurs, on les appelle curateurs à l'époque, de critiques d'art, comme Greenberg, comme Rosenberg, qui se servent d'artistes pour leur expliquer qu'effectivement il y a une possibilité pour eux d'exposer et de pouvoir conquérir un autre territoire que le territoire américain. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des expositions qui vont être organisées dès la fin des années 40, surtout dans les années 50, en Italie, en Belgique, en RFA. La France va se tenir un petit peu à l'écart à ce moment-là pour des raisons aussi politiques. Et effectivement, les aides financières du gouvernement et des grands mécènes vont faire que des tableaux de très grand format de ces artistes américains que sont Jackson Pollock, que sont Frank Klein ou Roscoe vont se retrouver sur le territoire européen et vont pouvoir être connus, vont pouvoir être achetés par les grands collectionneurs. Il y en a en Allemagne, en RFA à l'époque, il y en a aussi en Italie. Et forcément, on va les retrouver dans les musées et on va les accepter, et ils vont comme ça se faire effectivement connaître plus loin, enfin de manière plus large que s'ils étaient restés aux États-Unis. Alors c'est ça, c'est que en fait vous prolongez, parce qu'on va voir, c'est un rappel, on va dire historique, mais vous prolongez le travail qu'avait fait Serge Guilbeault, qui avait écrit donc un livre où il montrait qu'en effet jusqu'à 45 après la guerre, on va dire le centre des avant-gardes c'est Paris, et que il va y avoir donc lui il dit carrément que que New York vole l'idée d'avant-garde à Paris. Et que donc c'est New York grâce à des gens comme vous dites, Greenberg et Greenberg surtout d'ailleurs. Voilà, Greenberg et Rosenberg, voilà. Et alors c'est intéressant parce que par exemple Greenberg est un trotskiste. Donc il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a vraiment, de l'autre côté c'est Staline, et que Staline c'est effectivement, il veut mettre de côté, enfin ils ont réussi justement tout sous le mouvement trotskiste, et d'une certaine manière ces intellectuels américains jouent le jeu de l'Amérique, voilà, de l'Amérique messianique, contre justement le stalinisme. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que la plupart de ces artistes sont, on va dire, plutôt très à gauche, plutôt très activistes à l'époque, mais voilà, ils jouent le jeu contre l'Union soviétique, le rideau de fer, et tous les autres pays qui sont dans le système soviétique de l'époque. Mais pour revenir effectivement au livre de la thèse de Guilbeault, qui est vraiment très intéressante, New York a volé
l'idée de l'art, enfin la scène de l'art à la France, à l'Europe. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi quand même beaucoup d'artistes qui ont émigré pour des raisons politiques. Bon, les juifs, les personnes qui ne sont pas juives, pour des raisons politiques, de Vienne, d'Allemagne, de France, un peu partout. Maçons. Donc, voilà, ils se sont quand même vidés, l'Europe s'est vidée quand même d'une certaine... De nombreux créateurs et d'artistes qui se sont retrouvés à New York, et forcément que des artistes comme Gorky, comme Roscoe, mais il était parti bien avant, forment, Masson, bien entendu, Dali, forment quand même un terreau créatif dont avec les plus jeunes artistes américains vont quand même les regarder. Donc à un moment donné, New York devient une place de création extrêmement importante. Voilà. Et puis après, là, on va dire que la nature, moi j'aime bien toujours reprendre ça, la nature a un peu horreur du vide. Il est évident qu'en 1945, en Europe, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées et qu'il est plus facile pour la force américaine de s'implanter et on voit avec les accords Bloom-Barnes déjà sur le cinéma, mais ça c'est acté. Voilà. Mais ce qui se passe avec l'art n'est pas acté, mais se passe de la même manière. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent, on est là, on est venu vous aider, on continue à venir vous aider, mais d'une certaine manière, on va laisser une certaine partie de l'art s'imposer. Oui, alors je voulais, on en a discuté hier brièvement, la question du format des tableaux américains, puisque donc ce qui est spectaculaire, on va dire, dans les Pollock, par exemple, les de Kooning, de toute cette époque expressionniste abstraite, c'est effectivement ce format qui n'est pas un format européen, mais ça va être marketé comme ça, le format américain, donc immense, comme le territoire américain est immense. Et en lisant votre livre, vous vous rappeliez ça. Évidemment, ça fait penser à toute cette question de la frontière, n'est-ce pas? La frontière, les États-Unis se sont construits sur cette notion de frontière, toujours faire reculer la frontière, sauf qu'en 1945, leur territoire est conquis, si j'ose dire, et qu'il s'agit d'exporter ailleurs. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire d'ailleurs que finalement, avant 1945, l'art américain, il est provincial, encore un peu imitateur, on va dire, des grands maîtres européens qu'ils n'ont pas trouvé en fait leur patte. Ils cherchent, des artistes américains partent quand même en Europe faire ce qu'on appelle le grand tour, donc il y a toujours quand même cette volonté d'aller vers l'Europe, voir ce qui se fait. Pour parler justement d'une coupure qui a été en tout cas très bien, on en a fait un mythe, on va parler de Jackson Pollock par exemple. Voilà. Donc Jackson Pollock est au contraire, on va dire, comme une espèce de personnalité très primitive américaine, qui vient d'un État complètement du Midwest, qui est très influencé par la culture des Native Americans, on les appelle, enfin les Indiens de l'époque, les Native Americans. Voilà, il y a vraiment ce côté très, très wild, très sauvage, très primitif de la culture américaine. Et ça, je crois que c'est un peu cette coupure-là. C'est-à-dire que pour le coup, alors on peut dire, oui, il a regardé Gorky, il a regardé les surréalistes français. C'est pas vraiment le cas. Voilà, ça c'est quelque chose pour, on va dire, sophistiquer le propos de Pollock. Mais il est beaucoup plus, dans l'authenticité américaine de ce territoire américain. Et effectivement, on le voit après avec ce dripping, c'est le fait de travailler sur le sol comme ça. Il y a vraiment quelque chose aussi là de très conquérant sur le territoire, comme vous dites. C'est vrai que les Américains sont très marqués par ça. Ce terme de la fin de la frontière en 1890 qui a été théorisé par ce monsieur qui s'appelle Turner, ça c'est quelque chose qui les a énormément marqués. Et donc ils vont chercher de nouvelles frontières, que ce soit dans l'art, que ce soit dans les territoires, que ce soit dans la littérature. Ça c'est quelque chose qui les a beaucoup marqués. Dans les fusées, et ensuite après dans l'espace, bien entendu. Et on le voit encore aujourd'hui avec la native officielle, c'est toujours reculé, voilà ce mythe du territoire. Mais pour en venir à Jackson Pollock, c'est un peu ça, et c'est vrai que ces grands formats, alors on peut parler du grand territoire américain, certes, mais il y a aussi des raisons beaucoup plus pragmatiques, et ça c'est aussi la grande force de l'art américain. Ils ont construit leur mythe, ils ont construit leur histoire, et après ça, tout devient très pragmatique, c'est aussi du commerce. Très tôt, les Américains se sont rendus compte que leur art pouvait être acheté par les Américains, les nouveaux riches américains, les grandes familles industrielles, qui allaient délaisser l'art européen pour justement acheter les abstraits expressionnistes. Et
Ils avaient aussi de très grandes maisons, voilà, qui sont liées effectivement à ce territoire qui est beaucoup plus grand que d'autres. Et il y a eu des marchands, le premier d'ailleurs est moins connu, mais c'est un monsieur absolument génial, il s'appelle Samuel Coutts, qui avait fait au départ fortune d'ailleurs dans la publicité, dans le milieu d'Hollywood, donc il savait très très bien ce qui était le marketing, ce qui était de mettre en avant la notion de végétariat. Il a ouvert une galerie dans laquelle il montrait les abstraits américains dans les années 40, et il a dit à ses artistes, vous savez, nos collectionneurs, enfin mes acheteurs, sont des personnes qui sont riches, ont des très très belles maisons upstate, en dehors de la ville. Faites des très grands tableaux, on les vendra. Voilà. Il y a ça aussi, effectivement. Ils les ont vendus. Ils les ont vendus, ils ont fait des très grands tableaux. Et puis après, toute cette notion de très grand format s'est retrouvée très vite en Europe. Bon, j'en parle un petit peu dans le livre, mais c'est très intéressant. Voilà, donc en Europe, surtout en RFA, qui était quand même très marqué par la présence américaine, à la fois économique, financière et créative, ils sont rentrés en résistance assez vite et ils ont créé cette fameuse exposition qui existe depuis 1955, qu'on appelle Documenta à Cassel, qui était une manière justement de se démarquer à la fois des États-Unis, mais aussi de se démarquer du camp soviétique. Et donc c'est un historien de l'art de l'époque, enfin artiste, qui était un artiste, s'appelle Bode, qui a créé cette énorme manifestation à Cassel pour montrer la création allemande, européenne, mais les Américains ont compris que c'était quand même un vecteur justement aussi de communication pour eux très important. Et à la deuxième Documenta qui avait lieu en 59, toujours avec Monsieur Bode, des émissaires américains sont allés le voir en lui disant écoutez, voilà, si vous voulez mettre des artistes américains qui étaient quand même déjà connus, il y avait déjà eu ce cycle d'exposition dans plusieurs villes européenines avec tous les abstraits américains. On peut vous aider à financer les transports. Et c'était très intéressant parce qu'évidemment, ils étaient très fiers de pouvoir avoir les plus grands artistes américains à côté des Européens, enfin, surtout des Allemands. Et finalement, l'avion est arrivé, simplement, ils n'avaient pas du tout pensé que les Américains amenaient des toiles immenses. Jackson Pollock, quand on regarde les photos d'exposition de Cassel, la deuxième Documenta en 59, c'est absolument extraordinaire de voir tous ces grands tableaux. Et donc, les organisateurs se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ils ont été obligés de déménager tous les peintres européens, français, qui étaient restés quand même sur des formats beaucoup plus, on va dire, européens, un peu petits. Ils les ont mis tout en haut et ils ont mis dans les stages nobles, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, au premier étage, tous les très très grands tableaux. Donc voilà. On voit comment ça commence. Voilà, exactement. Le visiteur qui arrivait là, ils avaient devant eux des tableaux absolument spectaculaires parce que la taille fait que forcément l'impact visuel est quand même très important. Et d'ailleurs, ces tableaux, on peut en retrouver certains à la Kunstmuseum de Düsseldorf, parce que les conservateurs allemands ont pu acheter ces tableaux. Donc pareil, voilà, aujourd'hui, si on va on voit bien les années d'acquisition. Même à la Kunsthalle de Bâle où j'étais Kunstmuseum de Bâle où j'étais il n'y a pas très longtemps, je regardais les années d'acquisition 59, 60, je dis voilà, ça c'est les tableaux, ces fameux très grands tableaux américains qui sont rentrés, il y en a la plupart, il y en a certains qui sont rentrés dans des musées très prescripteurs et forcément que ça est aimé. Voilà. Donc on y arrive au vif de notre sujet. Mais juste pour finir sur Pollock et la rupture, vous dites c'est la première coupure. Effectivement, Pollock c'est quelqu'un qui se targuait et c'était quelque chose qui d'ailleurs plaisait moyennement à Clément Greenberg, parce que Greenberg, quand même, c'était un homme extrêmement cultivé et tout ça. Bon, et il se targuait de n'avoir jamais fichu les pieds en Europe, alors qu'il n'a pas fait le tour, on va dire, habituel, autodidacte total. Et il y a ce bon mot célèbre, c'est Clément Greenberg qui le raconte lui-même. Il dit qu'une fois, donc il lui montrait, il essayait de faire son éducation, donc il lui montrait des Rubens et tout ça, et la réaction de Pollock, c'est de dire « I can paint better than this guy », je sais faire mieux que ce type, et Clément Greenberg dit « j'étais effondré et je suis toujours ». Enfin, quand même lui, le champion de Pollock, il a bon. Mais disons que ça, c'est effectivement, quand vous dites coupure, les États-Unis, ils se sont construits là-dessus, sur l'idée de couper avec le vieux continent, et donc, on va dire, avec les expressionnistes abstraits... Qui était un langage, qui correspond... C'est-à-dire que l'expressionnisme abstrait, l'abstraction, est devenu comme le langage de la liberté face à la peinture
notamment soviétiques, mais qui existaient aussi, des artistes comme Fougeron ou des artistes italiens qui restaient ce qu'on appelait le réalisme-socialisme. Voilà. Ils restaient sur des choses très, très narratives. Voilà. Et donc, les abstraits expressionniste, pourtant au départ, n'étaient pas appréciés par les dirigeants politiques américains qui voyaient quelque chose de, au contraire très disruptif. Ils se sont dit, bon, si c'est bon pour l'image de l'Amérique et qu'avec ça, on arrive à s'implanter en Europe, et c'est la continuité de notre politique avec cet élément de soft power, donc de diplomatie douce comme ça, c'est d'accord, on laisse passer. Voilà. Donc, c'est ça. Au départ, c'était mal vu. C'est ça. Et alors, donc, c'est d'autant... C'est un vecteur d'autant plus pertinent, si j'ose dire, l'expressionnisme abstrait, que précisément cet abstrait, par opposition à ce qui se fait en URSS. Voilà. Et voilà, et donc c'est vraiment le langage pictural de la liberté. Et d'ailleurs, aux États-Unis, après, ils ont mis en retrait des peintres qui continuaient, des peintres comme Benton, qui continuaient à faire une peinture très narrative. Et même moi, je me souviens que je l'ai découverte, cette peinture, très tardivement, en faisant le tour des musées américains, notamment du Midwest, à Minneapolis, à Kansas City, où j'ai vu dans les musées une peinture qu'on ne voyait pas encore dans les grands musées new-yorkais. Et ça fait très peu de temps que, notamment grâce à la réouverture du nouveau Whitney, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a eu une exposition qui a montré toute cette peinture réaliste et figurative qui était un peu cachée parce qu'elle était réactionnaire, ou en tout cas elle ne servait pas les intérêts de l'Amérique. Mais elle était, Thomas Hart Benton, c'était un des maîtres de Pollock. De Pollock. Un de ses professeurs, oui, je crois. Professeur de Pollock, exactement. Voilà. Mais vous voyez très tardivement. Alors, donc, ça c'est la première coupure. Et finalement, pour en arriver à parler de l'Europe, et la réaction, on va dire résistance, riposte ou pas des Européens, parce qu'on voit bien que les pays européens n'ont pas réagi de la même manière. Vous venez de parler de l'Allemagne, les Français, c'est bien dommage pour les Français, n'ont pas réagi pareil. Il y a finalement une deuxième rupture que vous analysez très bien dans votre livre, qui est 1964, la Biennale de Venise et le Lion d'Or, qui est décerné à Rauschenberg, donc artiste annonciateur du pop, avec quelques codes encore de l'expressionnisme abstrait. Donc ça, c'est un moment aussi de bascule très important. Alors, on le voyait arriver, parce que là, c'est pareil, vous savez, on dit toujours, oui, c'est... pour reprendre un peu la thèse de Guilbault, ils ont volé, ils se sont imposés à Venise. Bon, déjà, effectivement, il a eu le Lion d'Or en 1964, mais en 1960, c'est Marc Tobé, qui est un peintre américain, mais qui était resté après en Europe et tout, a eu le prix de la peinture. Alors évidemment, c'était un peintre américain qui a choisi de finir sa vie, on va dire, en Europe, mais c'était quand même un petit signe, voilà, de donner quand même le prix de la peinture à Marc Tobé en 1960. Et donc le choc de 1964 est intéressant parce que le vote se fait quand même, c'est un peu comme à l'ONU, et on sait très bien que ça a été très politique. Par exemple, la Pologne n'a pas voté pour la France, vous voyez, pour des raisons politiques, on leur faisait avec les Américains par derrière. L'Italie était très agacée du fait que la France ait toujours eu beaucoup de prix. Pareil, ils ont laissé faire. Vous voyez, donc on sait quand même qu'en dehors de la qualité de Robert Rauschenberg, de toute façon c'était absolument évident qu'il devait être primé un jour ou l'autre. En tout cas, on se rend compte que tout ça, ce sont des choses très politiques. Il y a un livre formidable que je note d'ailleurs dans le livre, qui a été fait par une scholar, enfin une chercheuse américaine de Harvard, et qui raconte toute l'histoire justement de Rauschenberg. C'est vraiment très politique, on le sait d'autant plus que les tableaux de Rauschenberg qui étaient montrés en 1964 à la Biennale de Venise, tout a été fait effectivement pour qu'il gagne ce prix, mais il faut que les tableaux soient dans le pavillon américain, c'est la règle, d'accord ? Alors que ces tableaux étaient dans le consulat, ils étaient exposés au consulat. Et donc tardivement, les marchands, Léo Castilli, Liana Somnabend, le commissaire de cette exposition, ainsi que les personnes responsables aux États-Unis, on se dit maintenant on ne va pas pouvoir concourir puisque les tableaux sont... Mais dans la nuit, ils ont déplacé les tableaux du consulat au pavillon américain, dans le pavillon américain, sur des bateaux. Bon, là aussi, toutes les photos, c'est très intéressant. On voit ces fameux tableaux de Rauschenberg qui aujourd'hui coûteraient 30 millions, 50 millions, puisqu'ils sont dans les plus grands musées du monde. Et on les voit sur ces barques, sur des motoscaphes, en train de rejoindre le pavillon américain pour pouvoir concourir et donc obtenir le Grand Prix. Alors, ce qui est surtout intéressant, là aussi, c'est que
C'est là pour ça que l'Amérique, ça fonctionnait. C'est qu'il y a eu toujours une complicité, on va dire, du politique, de l'économique avec les créateurs. Voilà, comme on l'a dit avec Clément Greenberg, trotskiste, qui a bien travaillé pour construire ce mouvement des abstraits américains. Les abstraits américains, c'est pareil, la plupart étaient vraiment des personnes très engagées politiquement contre les gouvernements américains. Eh bien, ils ont laissé faire. Voilà, ils ont laissé faire aussi parce que ça leur servait. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que Robert Rauschenberg, quand on voit le contenu de ces tableaux, on a l'impression que c'est à la gloire de l'Amérique, alors même que 64, on est en pleine guerre du Vietnam et beaucoup d'artistes américains, surtout le pop, ça se voit puisque c'est d'image, font des tableaux qui sont quand même plutôt très contestataires, comme Rosenquist le fera aussi. Et là, pareil, on voit un tableau avec un parachute, et puis de l'autre côté, c'est Kennedy. Tout le monde croit que c'est à la gloire de l'Amérique, alors que c'est pas du tout ça. C'est pour condamner justement l'engagement des États-Unis au Vietnam. Mais il laisse faire. Pareil, il ne dit rien. C'est très bien expliqué dans le livre. C'est-à-dire que le contresens qui est fait sur son œuvre, il laisse dire. Il laisse le storytelling se faire. Voilà, il laisse le storytelling se faire. Donc ça, c'est quand même aussi très intéressant. Voilà. Et donc, effectivement, ce fameux Lion d'Or de 1964 à Rauschenberg, c'est la mainmise, enfin, c'est l'installation du soft power de l'Amérique dans les jardins, dans la Biennale de Venise, et qu'on voit aujourd'hui. Parce que quand on regarde bien, eh bien toutes les revendications sociétales qui peuvent paraître dérangeantes, on va dire, pour le soft power américain, sont au contraire digérées par les intellectuels. Elles sont reprises dans les participations des artistes qui sont invités au pavillon américain, et c'est comme ça que, comme ils sont toujours présents dans le monde actuel, ils arrivent toujours à gagner les Lions d'Or et être très présents. Voilà. Alors, mais ce que vous dites aussi, c'est que finalement, parce qu'il y a ce 64, c'est donc effectivement un point de bascule pour la raison qu'on vient d'énoncer, que vous venez de nous expliquer. C'est aussi la consécration, on va dire, d'un artiste pop, donc un artiste qui réintègre, on va dire, la figure dans ses tableaux, là où finalement c'était devenu presque un gros mot, puisque c'était le fait que la peinture soit abstraite qui était considérée comme avant-garde, toujours plus d'abstraction, toujours voilà. Bon. Donc le pop art, de ce point de vue-là, des gens comme Greenberg étaient foudrage parce qu'ils considéraient que c'était complètement rétrograde et nul. Donc il y a d'un point de vue pictural aussi, là, on a une rupture. Mais ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que finalement, les Français se sont très mal défendus. Qu'ils ont pas su, en fait, répondre. Et comme vous dites, c'est pour ça que c'est pas volé. Non, c'est pas volé. Voilà. Pour jouer sur Guilbeault. C'est-à-dire que quand on regarde, moi aussi, j'avais cette idée, puis c'est en lisant beaucoup, en écrivant des livres, je me suis dit, mais attends, les choses sont beaucoup plus complexes. Bon, certaines personnes me l'avaient déjà dit. Je me souviens d'Annie Cohen-Solal, qui connaît très bien, justement, qui a fait ce livre formidable sur Un jour, ils auront des peintres. Voilà. Très beau titre aussi. Voilà, elle connaît très bien, elle a fait la biographie de Léo Castelli, enfin, elle connaît extrêmement bien, et donc j'échange souvent avec elle, et une fois, elle m'a dit, mais non, c'est ta première personne qui m'a dit, mais tu sais, la thèse de Guilbeault, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pas du tout ça. Bon, et après, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire, et pour en revenir effectivement à la France, alors d'abord, je crois qu'en 1945, puis un peu après, dans les années 50-60, on a toujours pensé qu'on dominait, que voilà, cet art abstrait américain, c'est pas grave. Enfin, on était un petit peu, on n'était pas très préoccupés par tout cela. Et puis après, ça s'est marqué politiquement. On était, d'un côté, il y avait quand même une forte présence marxiste auprès des conservateurs, des décideurs de l'époque, ou alors c'était plutôt des gaullistes qui étaient on va parler de Malraux peut-être un peu, mais voilà, des personnes qui étaient plutôt encore très fières de l'indépendance de la France et qui ne voulaient pas être attachées, évidemment du côté soviétique certainement, mais pas du tout non plus du côté américain. C'est toute la politique de Gaulle d'indépendance à tout point de vue là-dessus. Et donc il y a eu des erreurs qui ont été faites, et notamment le fait que de 58 à 69, donc quand même le ministre de la Culture qui avait tous les pouvoirs, on va dire, parce que c'était quand même Malraux, a laissé des personnes décider, parce que les arts plastiques, c'était pas vraiment sa spécialité, mais il est resté très conservateur, et aujourd'hui on peut vraiment critiquer cette politique. Parce que quand on regarde bien au début des années 60, nous avions des artistes d'avant-garde, et ils avaient même montré dans des expositions, dans des galeries privées,
Aux États-Unis, Klein, Tinguely, Niki de Saint-Phal, César, Armand, je parle des plus connus, ils étaient là, puisque les premières œuvres, c'est la fin des années 50, les nouveaux réalistes avec Restani, c'était un mouvement très connu. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Parce qu'on a les nouveaux réalistes et les pop en face. Pourquoi ça ne marche pas? Vous vous rendez compte de se dire que pendant donc les biennales, puisque c'était tous les 2 ans, on peut dire 60, 62, 64, enfin, bon, il y avait en tout cas plusieurs biennales sous l'égide de Malraux et des personnes qui étaient près de lui, qui auraient dû inviter ces artistes dans les pavillons français. Eh bien non, elles n'ont pas été invitées et on a continué à montrer des artistes peintres de ce qu'on appelle les secondes écoles de Paris. Donc à un moment donné, on s'est laissé complètement dépasser. Moi je suis convaincue que si on avait fait un pavillon avec plusieurs de ces artistes, des nouveaux réalistes, on ne se serait pas marginalisé de la même manière. Et même si Rauschenberg avait eu le prix en 64, ça n'aurait pas été une coupure aussi importante, parce qu'on dit, bon, ok, il a gagné, c'est peut-être le tour des Américains, mais enfin, quand même, en France... Oui, on peut gagner à la fois prochaine, Ou la fois prochaine, ou en tout cas, en France, ils ont quand même une avant-garde. Et celle-ci, on ne l'a pas montrée, alors que la Biennale de Venise, on le sait, était un endroit extrêmement stratégique. C'était un endroit politique, comme le sont devenus les foires d'art contemporain ensuite. C'est-à-dire, c'est pas anodin. C'est pas anodin, au moment de mettre des pays dans ce qu'on appelle les jardins, avec ces ambassades artistiques qui sont là. Ce n'est pas anodin, il faut le prendre au sérieux. Parce que les autres le font sérieusement. Donc nous, il ne faut pas le laisser juste comme ça. Alors celui qui comprend là aussi et qui est furieux, vous parlez de gaulliste, c'est Cordier. Le galeriste, compagnon de la Libération, devenu galeriste. Voilà, qui était le secrétaire de Jean Moulin. Voilà, et qui écrit un billet, on va dire, tiré à une lettre, pour dire son mécontentement en 64, en disant peut-être que vous pouvez... Voilà, donc il avait une galerie, il a ouvert une galerie d'art dans laquelle il a montré, d'ailleurs aussi bien Rauschenberg, du Buffet, c'était vraiment une galerie d'avant-garde. Et effectivement, il s'est rendu compte au milieu des années 60 que la France était complètement en dehors d'une certaine réalité économique et artistique, qu'il restait figé sur cette seconde école de Paris, il ne voulait pas s'ouvrir à autre chose, et donc il a choisi de fermer sa galerie, de faire cette lettre dans laquelle il accuse la France de ne pas comprendre finalement qu'il y a d'autres combats. De toute façon, oui, c'était un combattant, donc il est resté jusqu'à la fin. Il est même ouvert d'ailleurs aussi une galerie après aux États-Unis. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une lettre qui a été écrite de la part d'une personne justement qui était un résistant, qui a essayé après la guerre de se dire la France, on va reconstruire quelque chose, et qui était d'ailleurs ouvert à la création contemporaine d'avant-garde américaine, mais qui n'a pas réussi. Oui, c'est ce que vous dites, parce qu'il montrait du Buffet et Rauschenberg. Voilà, mais alors, justement, on va passer à l'Allemagne, parce que eux, ils se débrouillent mieux que nous. Justement, il y a tout ce passé sinistre nazi, effectivement, qui stigmatisait l'art dit dégénéré. Et donc, après la guerre, les Allemands ont à cœur, au contraire, de reprendre le flambeau, on va dire, en matière d'art, et vous montrer. Alors ça va se faire graduellement, mais on va dire qu'à partir de 63-67, on voit les premières galeries qui commencent à montrer ouvertement un nouvel art allemand, en disant, attendez, bon, d'accord, il y a eu le nazisme, c'est tabula rasa, mais on peut repartir, voilà. Et donc, ce sont des marchands comme Michael Werner qui va montrer Baselitz, mais il faut se remettre en 63-64, montrer Baselitz, qui montre d'ailleurs, qui fait des tableaux de soldats très blessés de la guerre. Il est dans une espèce de... C'est pas une nostalgie, mais il raconte une histoire. Voilà ce qu'était l'Allemagne, ce qu'a été l'Allemagne, reconstruisons quelque chose. Bon, donc à l'époque, beaucoup d'Allemands ne voulaient pas voir cette peinture. C'est pour ça que ça a été plus facile pour des artistes après comme Beuys, qui tout en parlant quand même de cette Allemagne plus que blessée, enfin détruite, le fait qu'il ne le fasse pas en peinture, c'était plus facile à accepter, à comprendre qu'un tableau où de manière frontale on voyait ce qu'a pu être toutes ces souffrances, toutes ces horreurs de l'Allemagne. Donc il y a eu des marchands, et surtout, là c'est ça qui a été très intéressant, donc comme on l'a vu, 55 déjà documenta qui se créent, donc ça c'est très bien, mais il ne se ferme pas qu'à l'art allemand, vous voyez, il s'ouvre au monde entier, enfin au
occidentale de l'époque, évidemment l'Europe et les États-Unis. Et ensuite, c'est la volonté de marchands, et ça c'est très important. Ce sont des marchands de Cologne, parce qu'à l'époque, bon, Berlin étant coupé en deux, c'était un peu difficile. C'est la Ruhr qui est toujours très riche, qui est toujours encore Düsseldorf, Cologne. C'est à Cologne que entre Cologne et Düsseldorf que le marché se structure. Les écoles d'art sont là aussi avec tous les artistes comme Beuys justement qui enseignent. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Le vivier est là et donc des marchands s'associent en 67 en disant écoutez, la meilleure moyen de faire venir les étrangers, surtout les Américains, leur montrer que nous avons une école naissante et qu'on n'est pas juste là pour recevoir l'art américain, c'est de se mettre ensemble pendant 4-5 jours dans un lieu, il y avait je crois 18 marchands au début, il faudrait le revoir. Et donc les marchands allemands se sont mis là, mais les Américains sont venus très vite, ils ont compris qu'il fallait aller là, parce qu'ils voyaient bien quand même qu'en Allemagne, il y avait toutes ces grandes fortunes, des entreprises vraiment puissantes. Et donc ils sont venus et très vite, voilà, cette foire de Cologne a montré qu'il y avait une nouvelle école allemande, mais toujours pareil, à côté, les collectionneurs achetaient allemands. Et puis ils achetaient américains. Vous allez, le meilleur moyen, c'est d'aller voir la collection Ludwig à Cologne, qui était à Aix-la-Chapelle-en-Vent. C'était typiquement ce collectionneur allemand qui achetait allemand, mais qui allait très tôt aux États-Unis pour acheter le pop américain. Voilà. D'ailleurs, le musée aujourd'hui montre bien justement ces achats concomitants, et puis il se montre bien que l'Allemagne avait des peintres très très importants à l'époque. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent que pour résister, il faut s'allier, quoi, en fait. Pour résister, exactement. Et les artistes aussi, entre eux, même si, évidemment, vous allez parler à l'un ou l'autre, il va vous dire du mal, mais ensemble, ils ont avancé. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle des peintres allemands, on va dire Richter, Baselitz, Penck, Lupert, et Polke, bien entendu, bon, parce que Kiefer est plus jeune. Donc voilà, vous voyez, vous en parlez tout de suite, il y a 4-5 noms. Et ça, le fait de sortir 4-5 noms, c'est un petit peu on en parlera certainement après. Ce qui s'est passé avec l'Angleterre, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un ensemble d'artistes pour fonder quelque chose. Justement, vous en parlez, les Anglais, parce que vous avez parlé des foires, donc la France se dote d'une foire, mais un peu plus tard, 73. Voilà, 73, 67, donc c'est Cologne, et la Suisse a regardé, la Suisse a dit, oulala, l'Allemagne a trouvé une très très bonne idée, et dès 70, il y a, grâce au grand marchand Beyeler et les autorités fédérales et cantonales, puisque ça se passe à Bâle, ouvre cette grande foire qui aujourd'hui domine évidemment toutes les foires du monde, parce que ça s'appelle Art Basel, ils ont vraiment une marque. Et donc dès 70, cette foire va être le rendez-vous mondial plus qu'après que Cologne, le grand rendez-vous mondial de l'art occidental. Voilà, c'est là que les grands marchands américains viendront chaque année exposer à côté des marchands européens. Alors, vous évoquiez le cas du Royaume-Uni. Et alors c'est un peu plus tardif, on va dire, ça se passe plutôt autour des années 90. Voilà. Et vous parliez de l'importance de constituer un ensemble. C'est celui qui est constitué, en gros, grâce à Saatchi, Charles Saatchi, qui est la scène des Young British Artists. Exactement. Peut-être que vous pouvez... Alors, c'est Saatchi avec Damien Hirst. Il faut toujours une rencontre, on va dire. Donc c'est Saatchi qui est à la tête d'une agence de communication et de publicité extrêmement importante avec son frère, et c'est eux d'ailleurs qui vont faire toute la campagne électorale de Madame Thatcher. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que cette scène anglaise va être aussi aidée aussi par le gouvernement d'ailleurs anglais, à travers les instituts qui existent un peu partout en Europe et dans le monde, mais c'est à ce moment de l'arrivée de Thatcher, de tout ce mouvement, que Saatchi va comprendre un peu comme les États-Unis, que le retour de l'Angleterre à travers cet ultralibéralisme va se faire aussi avec la culture et aussi avec les arts. Les arts, c'est visuel, il ne faut pas oublier. La littérature, c'est une chose, mais c'est plus élitiste et ça se voit moins. Et l'art, c'est visuel. Et celui qui va bien le montrer, évidemment, on parlait de Pollock, ses grands tableaux, ou après, ça sera Warhol, c'est Damien Hirst. Damien Hirst, c'est un jeune artiste à l'époque. Il a tout à fait compris qu'il ne va pas y arriver tout seul, très très ambitieux. Il amène avec lui d'autres artistes avec lesquels il était à l'école, donc Tracy Emin, Sarah Lucas, pour parler des plus connus, qui sont, elles aussi d'ailleurs, des artistes femmes, mais ce sont des artistes très visuels, voilà, qui font des grandes installations très disruptives, qui peuvent choquer, vraiment c'est du shocking art.
Et Damien Hirst fait cette œuvre grâce à l'aide de Saatchi, qui s'appelle, le titre est très très long, c'est un grand requin qui doit faire avec sa caisse en formol la longueur de cette pièce, on va dire. Et grâce à cette œuvre, qui va voyager dans des endroits prescripteurs, je me souviens moi l'avoir vu en 90 ou 91 pour la première fois, justement pendant la foire de Cologne. La foire de Cologne en 90 et 91, c'est toujours un endroit vraiment important pour aller voir ce qui se passe dans la jeune création. Et à côté de la foire, il y avait un lieu qui était comme ça loué pour des événements. Et Saatchi se constitue une collection d'œuvres de ces Young British Artists, va prendre un endroit pour montrer ces artistes, dont ce fameux requin. Autant vous dire que, franchement, c'est un choc. On savait qu'il existait, on en avait entendu parler, on le voit. Et ça, c'est vrai que c'est un merveilleux ambassadeur pour l'école artistique anglaise. Et donc tout ça dit, donc il va y avoir le producteur Saatchi, grand collectionneur, un peu manipulateur on va dire, mais c'est pas grave, il a fait pour beaucoup, l'artiste et les autres, et à côté de ça, il faut une galerie, et c'est la galerie What You, c'est Jake Joplin, qui continue lui-même de très bonne famille, sortant d'Oxford, enfin tout ce qu'il faut, et c'est, on va dire, le diffuseur de ce mouvement, avec une ou deux autres galeries évidemment, de Young British Artists. Donc toute cette alliance, un petit peu ce qu'on a vu aux États-Unis quelques décennies auparavant, et là, il va forcément conquérir le monde. Et c'est vrai que là où je me souviens, parce que ça je l'ai vécu, comme j'avais déjà la galerie, où je me suis dit, ils y sont arrivés, c'est quand je me souviens être allée à la fin des années 90 visiter des collections américaines, notamment à Chicago, parce qu'il y avait des gros collectionneurs américains à cette époque-là, où on voyait Damien Hirst à côté de Jeff Koons. Voilà. Et donc là, je me suis dit, ça c'est formidable, parce qu'effectivement, ils avaient réussi à se hisser au niveau des artistes américains les plus connus. Donc là, c'était il y a aussi la frise. Et après, oui, un peu plus tard, de toute façon, voilà, à chaque fois qu'on essaie de conquérir le territoire artistique, voilà, il faut des cases, on va dire. Et ensuite, il y a eu au départ, c'est une revue d'art, Frieze. Oui, Frieze. Voilà, c'est une revue d'art qui met en avant évidemment toute la scène anglaise, mais pas anglaise, donc plutôt américaine, alors très anglo-saxonne. Hein. Nous, les Français, on est toujours dans l'écart. Anglo-saxonne au sens vraiment Allemagne, Angleterre, États-Unis. Donc voilà, la Frieze, cette revue vraiment très importante que nous lisions tous en France, parce que c'est là qu'on voyait tout ce qui se passait, se crée. Et les deux créateurs de la revue créent la foire. Voilà, créent la Frieze Art Fair à Londres, qui devient le grand rendez-vous juste avant la FIAC. Était déjà, la scène française était déjà un peu fragilisée, un peu en retrait, et en plus, non seulement c'était ça le cas, mais en plus, il y a une semaine avant la FIAC, Frieze, où effectivement tous les Américains, c'est le rendez-vous, c'est the place to be, et forcément, pendant un moment, pour la FIAC, ça a été très compliqué. Voilà. Donc, et puis après, c'est l'alliance avec les musées comprennent très bien. Donc la Royal Academy qui a montré les Young British Artists. C'est un endroit quand même, c'est la légitimation formidable. C'est comme si on l'avait montré, vous voyez, enfin pas au Louvre, mais pratiquement. Après cette exposition, d'ailleurs, elle va voyager en Allemagne, elle va voyager après au musée de Brooklyn. C'est aussi à ce moment-là que la Tate crée un nouveau lieu. On avait la Tate moderne qui est plutôt très classique, ce qu'elle est toujours restée. Donc c'est, enfin la Tate Britain, qui devient le musée des artistes de la scène anglaise, et ils vont construire ce magnifique musée qui s'appelle la Tate Moderne, et qui est d'ailleurs, tous les 5 ans, s'agrandit pour montrer tout ce qui se passe. La seule chose complètement déprimante avec la Tate Moderne, c'est qu'ils ont pris à la Tate Britain les Rothko du Four Seasons, qui étaient magnifiquement exposés dans une pièce complètement à part, et ils les ont mis dans une salle... Enfin voilà, on n'a plus du tout le même effet. Ça n'a plus du tout le même effet, mais c'est aussi parce que voilà, on avance dans le temps et qu'il faut montrer d'autres artistes qui sont devenus tout aussi importants et que voilà, et que Rothko aujourd'hui, pour faire venir un certain public à la Tate, c'est pas Rothko qui va les faire venir. Ça, c'est vraiment pour les happy few d'une certaine manière. Voilà. Donc, je suis allée dernièrement justement voir le nouvel accrochage de la Tate moderne, et voilà, on le comprend. On comprend que l'accrochage est fait pour devenir le plus diversifié possible, voilà, non seulement sur le plan esthétique, mais sur le plan de l'origine des artistes. Voilà. Donc, oui, alors on va y venir. Alors, pour résumer un peu, en fait, finalement, on comprend très bien avec l'exemple britannique
qu'il faut un certain nombre, vous avez dit tout un tas de cases à cocher. Donc il faut effectivement foire, il faut les critiques évidemment, donc les critiques, la foire, le musée, voilà. Le marchand et le collectionneur. Voilà. Et donc quand on a on va dire c'est pas le tiercé gagnant, mais ces 5 éléments, eh bien on arrive effectivement à constituer une riposte éventuellement à l'hégémonie américaine. Alors justement, brièvement, parce qu'on a l'ancienne URSS Russie, on a la Chine, qui aurait pu essayer de tirer leur épingle du jeu de tout ça, et vous montrez très bien que pas du tout. Peut-être un mot sur ces deux grandes puissances. Voilà, donc voilà, on se dit, bon, voilà, 45, on comprend les États-Unis, l'hégémonie américaine, et donc occidentale d'une manière plus large. Aujourd'hui, on peut dire que c'est ça. Et on s'attendait à ce que la Chine, deuxième puissance économique, devienne le rival en termes d'influence culturelle, artistique, avec les États-Unis. Et ça n'a pas été le cas. Alors ça, c'est pareil, en tant qu'acteur, je l'ai vécu. Vous y avez cru à un moment? Alors, j'y ai jamais tellement cru, mais en tout cas, je me suis dit, ce que peut être fait pour nous, occidentaux, on va essayer de le faire. Voilà. Et puis de l'autre côté, j'ai regardé ce qui se passait du côté de la création chinoise, et en me disant, s'il y a des artistes chinois intéressants, et bien sûr qu'il y en a, on va les exposer dans la galerie. Enfin, j'étais pas la seule à le penser, évidemment. On s'en fout, les montrer dans les musées, parce que c'est comme ça, parce que c'est une culture extraordinaire, une vieille culture, et que forcément qu'il va y avoir de très bons artistes. Alors, bien sûr qu'il y en a eu. Après, les choses se sont refermées, et donc ça, c'est ça, le bilan, c'est que finalement, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Il y a une espèce, au contraire, de désoccidentalisation des esprits, une volonté politique. Parce que quand on relit les discours politiques de Xi Jinping, qui datent maintenant d'il y a pratiquement 10 ans, je me souviens très bien, où il demande aux artistes de ne pas simplement copier ce qui doit être fait en Occident, mais au contraire de reprendre toutes les techniques de l'art calligraphique. Il y a beaucoup de choses à faire avec leur culture, et qu'il ne faut pas juste copier. Voilà. Donc c'est quand même écrit noir sur blanc. Il y a une volonté. Voilà, une volonté. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les artistes qui sont montrés dans les lieux plus ou moins officiels d'art en Chine. Voilà, aujourd'hui. Très clairement, des artistes dont on a beaucoup vu il y a une dizaine d'années, tous ces grands tableaux avec des personnages très figuratifs comme ça, et bien ça c'est mis de côté, parce que justement il y a un côté pop occidental, pop américain qu'ils ne veulent pas voir, et donc c'est totalement mis de côté. Et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la volonté c'est de refermer le pays, de rester au pouvoir, et donc laisser les artistes s'exprimer, c'est forcément... Un artiste, il est plutôt contre le régime, il est plutôt... voilà. Et donc, tout est fait pour complètement étouffer la création, on va dire, contemporaine qui ne rentre pas dans leur schéma. Et ça, c'est très dommage, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas en Chine un seul musée public qui montre la création contemporaine chinoise. C'est ce que vous montrez, malgré les efforts du baron Hulins. Oui, mais ça, c'était privé. Voilà, oui, c'était privé. C'est-à-dire, effectivement, Hulins a ouvert dans un endroit extraordinaire à Pékin un lieu pour montrer, à l'époque, quand c'était encore un peu ouvert, il est arrivé bien avant Jinping, il montrait des artistes, ces fameux artistes d'avant-garde chinois, avec des artistes occidentaux, et puis petit à petit, c'était plus possible. Donc il a fermé son lieu. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, il y a des fondateurs de musées privés, voilà, on les connaît tous à peu près entre Shanghai à Pékin. On voit depuis 4-5 ans, très clairement, qu'ils n'ont plus du tout la même politique d'exposition et d'acquisition. Voilà. Moi, je me souviens même, ça me choquait il y a 4-5 ans quand j'allais à Shanghai. Chaque fois que j'arrivais à Shanghai, les 2 musées principaux privés, à chaque fois, je tombais sur des artistes internationaux. Louise Bourgeois, Olafur Eliasson, Rodin. Et alors moi-même, pourtant, je suis française, je me dis, ils sont quand même un peu curieux, ces Chinois. À chaque fois que j'arrive dans ces musées, je ne tombe que sur des grandes valeurs occidentales. Oui, bon, voilà, finalement, petit à petit, tout ça est en train de changer. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Quand vous regardez les programmations, ce sont plutôt des artistes chinois. Donc, tout ça pour dire qu'en tout cas, un soft power ne peut exister aussi que si ce sont des valeurs démocratiques, que si tout le monde peut s'exprimer. Si aujourd'hui, et je le sais, je l'entends de la part de collectionneurs chinois que je connais bien,
tout est fait pour qu'on n'achète plus d'artistes occidentaux. Bon, déjà parce qu'il est difficile de sortir l'argent du pays, aussi parce qu'ils ne peuvent pas le montrer comme trophée. C'est ça aussi la force de l'art. Si un Américain il pouvait pas montrer son Jackson Pollock ou son Roscoe et l'Allemand son Kiefer, je sais pas quoi, il est évident que les achats seraient moindres. Bon, un Chinois, si on lui fait comprendre que t'achètes pas étranger parce que ça se fait pas, tu vas pas pouvoir le montrer, tu pourras pas le revendre, tu vas pas pouvoir t'en servir comme on va dire atout, il va pas acheter. Voilà, donc ça se fait. Alors, donc on voit hégémonie, on est dans hégémonie anglo-saxonne, puisque là on a les Anglais et les Allemands qui résistent un peu en Europe. Et puis finalement, ce que vous montrez aussi, c'est que, évidemment, d'où l'intérêt aussi de rééditer votre livre et vous restez au plus près de l'actualité, c'est qu'il y a une nouvelle donnée qui est la moralisation, si j'ose dire, du marché de l'art, politisé déjà, et maintenant, bon, alors on parlait des valeurs de la démocratie, mais je fais allusion effectivement à tous les débats, on va dire, dans cette ère post-MeToo, qui agite beaucoup le marché international artistique. Alors, et là, c'est là qu'on se dit qu'ils sont quand même effectivement très forts. Parce que ce pays, quand même, les États-Unis, qui jusqu'au milieu des années 60, on ne pouvait pas s'asseoir dans le même compartiment de bus quand on était noir dans le sud des États-Unis. Bon, la ségrégation faisait rage, ils ont eu un mal de chien à s'en débarrasser, il faut quand même le dire. Ils viennent d'avoir Trump, ils ont une Cour suprême qui prend des décisions qui sont toutes plus rétrogrades les unes que les autres. Dernièrement encore, ils ont annulé ce affirmative action qui était quand même une manière de lutter effectivement contre la ségrégation et la discrimination. Enfin, la ségrégation c'est fini, mais la discrimination, etc. Eh bien, ils arrivent quand même à se récupérer, on va dire, à cette époque-là, en intégrant un discours, on va dire, qui est repris par les collectionneurs, les musées, etc. Et donc là, vous montrez ça, c'est passionnant, notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous Alors en ça, dire? c'est la même chose. Je l'ai vécu en tant qu'acteur. C'est ça qui est toujours intéressant parce que je lis, j'écoute, mais à un moment donné, en tant que galeriste, je vois un peu comment les choses se passent. Et alors, pour résumer, on va y revenir, mais juste pour résumer, je me souviens, c'est là où tout d'un coup, je dis, ah oui, bon, là, il se passe quelque chose, c'est vraiment intéressant. Je fais la foire de Miami, chaque année, Art Basel Miami, au mois de décembre, et donc viennent tous les grands collectionneurs, acheteurs, on va dire, du reste des États-Unis, voilà. De Texas, de Floride, entre autres, qui sont des États, nous le savons, qui sont quand même très conservateurs, avec beaucoup d'argent. Et un collectionneur que je connais assez bien, qui est vraiment un Trumpiste pur et dur. Voilà, il y a vraiment le Trumpiste pur et dur, un monsieur qui a des business dans les voitures. Enfin bon, c'est ce rêve américain de grand entrepreneur, bref, qui a une très belle collection, vraiment très Trumpiste en politique. J'ai compris qu'il ne fallait pas trop parler. Et il a dans sa collection, aujourd'hui, 5-6 ans, tous les artistes afro-américains. Voilà, tous les artistes afro-américains qu'il a achetés depuis une dizaine d'années. Alors bon, comme je le connais assez bien, et là, donc je lui dis, mais enfin, c'est quand même incroyable, compte tenu de tes opinions, je t'ai entendu dire des choses parfois vraiment extrêmement choquantes. Bon, voilà, je peux dire, parce qu'il me dit des choses en tant que Française, peut-être qu'il ne le dirait pas comme ça aussi facilement aux États-Unis. Oui. Bon voilà, et je ne comprends pas, parce qu'en plus, à chaque fois qu'il vient sur le stand, as-tu un tableau de tel artiste afro-américain, hein. Tu les as tous chassés malgré toutes tes opinions, ils ont dit, mais tu sais, ils sont américains. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est afro-américain, il a enlevé le afro, ils sont américains. Donc, pour lui, il a raison. Il a raison. Alors, c'était en dehors du fait que c'était l'Amérique, ça c'était important. Et pour lui, ça sera même beaucoup plus évident d'acheter un afro-américain qu'un artiste allemand, parce que c'est pas sa culture. Mais plus que ça, c'est un objet d'échange. C'est-à-dire que comme ils sont américains, c'est de l'argent, mais je pourrais le revendre. Parce que le circuit américain va toujours soutenir ces artistes et le système international aussi. Et en gros, il a parfaitement raison. On a quand même suffisamment de recul entre 1945 et aujourd'hui pour savoir que sur le marché international, les œuvres d'art, évidemment, il y a toujours des mauvais et des bons artistes, mais les œuvres d'art les plus chères restent des valeurs américaines.
Voilà. Donc ça, si vous voulez, Ils sont trop forts. ça, oui, voilà. Donc quand il me dit, oui, mais you know, they're American. Bon, ok, ça voulait vraiment dire ça. Tu vois, ça restera toujours une valeur. Ouais, c'est voilà. ça. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà. Donc les Américains, effectivement, sont confiants dans leur culture, dans ce qu'ils produisent. Et même si ça va les déranger sur le plan moral, politique, éthique, bon, c'est grave, c'est digéré de toute façon par le marché. Et de toute façon, ça devient après aussi digéré par le marché international. Donc, voilà. Non, et puis vous montrez aussi comment il y a tout un tas d'initiatives dans les musées pour Bien mettre sûr. à la tête de tel ou tel musée une femme noire, comment les artistes eux-mêmes, je ne sais plus quel est l'exemple que vous donnez d'un artiste américain formidable, je ne sais plus qui c'est, mais qui est marketé comme étant noir et homosexuel. Oui. Voilà. Alors c'est peut-être Mark Bradford, je sais plus qui vous dites. Mais justement... Oui, des choses qui ont changé, parce que vous voyez, on parlait de Rauschenberg en 1964, et bon, et son ami, bon, très longtemps, c'était Jasper Jones. Ça, Warhol, c'est un peu plus tard, mais ça ne se disait absolument pas. Oui, l'homosexualité. Oui, l'homosexualité, pas du tout, vous voyez. Tandis qu'aujourd'hui, voilà, ces critères, on va dire, de multiplication de minorités, ce qui est un peu à l'origine de l'intersectionnalité, mais aujourd'hui, ça devient une espèce de marqueur de puissance, puisqu'effectivement, voilà, ce n'est pas un problème, même le contraire. Voilà. Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis, à la Biennale de Venise, où les États-Unis, quand on regarde très bien qu'ils envoient chaque 2 ans dans le pavillon, c'est très marqué par justement toutes ces théories de société. Et il y a énormément aujourd'hui d'artistes qui ne sont plus américains, le blanc hétéro. Je faudrait regarder, mais aujourd'hui, c'est très clairement des artistes issus de minorités. Et vous dites d'ailleurs, c'est même tout l'espace du musée se transforme à la mesure de cette évolution des mentalités. Vous montrez, ça j'ai trouvé passionnant, comment même l'idée de chef-d'œuvre est quelque chose qui est considéré presque comme patriarcal, pas presque, patriarcal, d'une société tout à fait hétéronormée, enfin bon, et comment finalement on en arrive à exposer de manière complètement différente, par exemple, un landscape painting, on va dire, du 18e, et puis à côté, on va mettre une coiffe d'Indien ou un dessin sur une peau voilà, d'un Native American. C'est pour associer justement les artistes ou les créateurs issus des minorités américaines. Voilà. Ça, c'est très clairement... je l'ai vu la dernière fois, c'était très bien fait au Brooklyn Museum, par exemple, tout près de nous, enfin oui, à New York, enfin dans New York, où là, c'est très clairement fait. Voilà, où quand on rentre dans les salles, c'est expliqué que Brooklyn, le musée de Brooklyn, a été construit sur des territoires qui appartenaient justement à des Native Americans. Donc pour leur rendre hommage, eh bien, on va montrer des chefs-d'œuvre, des œuvres du 18e, 19e plutôt classiques, et à côté, on va mettre justement des objets issus soit de descendants de ces Native Americans, ou enfin de manière plus large. Mais ça, c'est fait de manière assez systématique maintenant. Voilà. Mais là où c'est important, c'est important ce qui a été cette déconstruction. Oui, c'est une espèce de déconstruction du musée à vocation une pensée universelle, qu'on a en Europe, mais qui est aussi aux États-Unis, où par exemple il y a eu des déclarations très très précises. Le musée de Baltimore, qui est un des musées qui a été pendant très longtemps un des musées les plus riches américains, puisque Baltimore était une ville très riche, où les musées ont le droit de vendre aux États-Unis une partie de leur collection. Et là, ils ont dit clairement, nous vendons les artistes américains. Alors, je ne sais pas si c'était écrit white, mais enfin, on le savait très bien, c'était justement Pollock, enfin, tous les abstraits américains. Donc, nous vendons des abstraits américains pour acheter des artistes noirs, et même, je crois que c'était des femmes noires. Voilà. Et là, ils ont fait exactement aussi la même chose à San Francisco. C'est les cas les plus connus. Mais voilà, ça c'est quelque chose quand même de très fort. Alors ça c'est très intéressant parce que finalement, donc si on résume, ça sera forcément un peu faux parce que quand on résume trop c'est toujours un peu faux, mais en gros, on a eu un moment où on aurait pu imaginer que cette hégémonie américaine allait un peu décroître, et puis finalement, eh bien non.
Et ce que vous dites là, ça me fait penser, le fait que les musées vendent en effet les expressionnismes abstraits, ça me rappelle ce que vous disiez notamment dans votre livre à un moment donné, je ne sais plus si c'est sur les skulls, je ne sais plus si c'est eux ou d'autres collectionneurs américains qui à un moment donné vont vendre tous les expressionnistes abstraits pour acheter que du pop, puisque le pop est vécu comme vraiment le premier art proprement américain qui célèbre la culture américaine, la société de consommation américaine. Alors c'est plus compliqué que ça évidemment, comme vous le disiez, même Warhol, quand il fait ses Disaster Series, il n'est pas en train de dire c'est fantastique, les émeutes du sud des États-Unis. Mais donc finalement, et vous parlez de ça, et ça me paraît très intéressant, et j'y vois un tout petit parallèle que je pourrais faire avec la psychanalyse, c'est que finalement, il y a c'est quand les Américains s'en mêlent, finalement, il y a là un peu une uniformisation, on va dire, du marché, d'une certaine manière. Ces valeurs, elles en viennent à faire, uniformiser le goût et faire remonter un peu toujours les mêmes artistes. Alors, en tout cas, c'est-à-dire que comme ils s'en mêlent, c'est-à-dire que ça se diffuse dans le reste du monde, d'une certaine manière. Mais là aussi, on va dire qu'ils sont quand même à l'initiative, même s'il y a des pays qui l'adoptent d'une manière différente. C'est qu'aux États-Unis, la force du marché est telle que de toute façon, ils sont assez assurés de tout ça. Mais à côté de ça, il va y avoir des artistes, il va y avoir un courant artistique, activiste, si vous voulez, qui va être mis en place. C'est-à-dire que, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui en Europe, c'est un peu ça. D'un côté, il y a les grandes valeurs du marché, voilà. Et de l'autre côté, pour montrer que le marché n'est pas tout puissant, on va mettre en avant des artistes et des curateurs qui sont plus activistes et qui vont mettre en avant des modèles, des schémas artistiques qui vont, pour le coup, être difficilement assimilables par le marché. C'est pour ça qu'il y a dans ce phénomène de biennalisation. Voilà, qui existe dans le monde entier, à commencer par Venise, qui existe depuis 1895, São Paulo, pour parler de Gwangju en Corée depuis 1995, il y en a à Istanbul, enfin des biennales, il y en a un peu partout, et en Allemagne aussi, celle de Berlin. On s'aperçoit que c'est une manière de lutter contre le marché, l'assimilation par les peintures, par les grands prix. Eh bien, on va de plus en plus faire des biennales qui sont des revendications, là où il va y avoir le cœur de ces revendications sociétales. Mais ça vient aussi des États-Unis. Vous voyez, c'est-à-dire que ça vient aussi des États-Unis qui le font eux-mêmes, et on le retrouve d'ailleurs aussi dans les musées. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que cette scène artistique, l'éventail est vraiment très large. Voilà, entre les valeurs du marché et puis de l'autre côté, pour que ça reste absolument crédible, qu'on ne s'éloigne pas trop justement des revendications, eh bien il faut laisser la place à ces expositions qui sont très politiques. Voilà. Alors, je disais que ça me faisait un petit peu penser à ce qui s'était passé pour la psychanalyse, parce que pour la psychanalyse, c'est pareil, pendant la guerre, on a eu beaucoup de grands psychanalystes qui sont partis aux États-Unis, exactement comme les peintres européens sont partis aux États-Unis. Et Freud avait dit autrefois, enfin bien avant ça, à Jung, ils ne savent pas qu'on leur apporte la peste, à un moment donné où il s'est rendu aux États-Unis, mais finalement, les Américains, ils ont fabriqué une psychanalyse qui est une américanisation de la psychanalyse freudienne, qui ensuite ils ont réinjecté, si j'ose dire, et qui est une psychanalyse adaptative, c'est plus de la psychanalyse, très happy end, très poursuite du bonheur. Et en lisant votre livre, je pensais par exemple aussi, je vois, c'est un parallèle peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ce que vous dites, on a parlé des foires, on a parlé de Art Basel, foire très puissante, on a parlé de la Frieze, elles ont toutes les deux été rachetées par des grandes entreprises de l'entertainment américain. Absolument. Donc on voit bien que finalement, là où on espérait qu'il y ait un peu on espérait. Oui, parce que finalement, il y a cette uniformisation-là, même malgré ce que vous dites sur les biennales, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut comprendre que certaines personnes le regrettent. Alors, mais par contre, c'est la même chose, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, il y a ces grandes foires globalisées, uniformisées, comme justement les 4 de Basel, puisque donc c'est Art Basel, Miami, Hong Kong, ils viennent de racheter, ils viennent de prendre le créneau de Paris, donc on va avoir un Art Basel Paris. De l'autre côté, Frieze, qui est entre Londres, Los Angeles, Séoul et New York. Et à côté de ça,
Et bien justement, il y a eu une réaction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une création de ce qu'on appelle, moi je les apprécie beaucoup, j'y participe, ce qu'on appelle ces foires de niche, qui justement permettent de sortir de ces grandes foires globales qui sont formidables, auxquelles je participe. Je participe au cadre de Basel, je ne fais pas Freeze parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis je pense que Basel, pour le coup, est beaucoup plus puissant pour amener tous les outils de globalisation. Mais à côté de ça, je fais la foire 154 qui est justement dédiée aux artistes africains ou afrodescendants, qui est d'une petite foire et dans 2 ou 3 lieux dans le monde. Je fais par exemple la foire de Genève. La foire de Genève, c'est ça? C'est quoi la foire de Genève? C'est juste une plus petite foire de niche, une boutique foire, à côté justement d'un grand mastodonte comme Art Basel. Et donc tout le monde a envie, tout le monde, oui, même les collectionneurs les plus aguerris, ont envie aussi d'aller chercher autre chose ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est aussi très, très intéressant de voir, c'est un peu comme, il y a le marché qui est très très puissant, ok, à côté de ça, on va faire des biennales qui sont, bon, ces biennales, elles m'agacent, et parfois j'en sors parce que les propos m'agacent, mais je vais les voir systématiquement parce que c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé à Documenta l'année dernière avec ce collectif d'artistes indonésiens. Comme je suis allée voir la biennale de Berlin, faite par un artiste très activiste qui est Kader Attia, bon, je critique, mais c'est toujours très intéressant et quelque part, c'est une autre manière de voir que simplement regarder les résultats des ventes de Christie's Sotheby's. Voilà. Je pense qu'il y a de la place pour tout. Simplement, la seule chose, c'est que il ne faudrait pas juste que des artistes ne soient qu'activistes, on va dire, et politiques, et oublient complètement l'esthétique, et oublient de faire des œuvres, tout simplement. Ça, c'est important. Et de l'autre côté, tout ce qui est dans le marché ne soit pas simplement des œuvres sans sens, qui n'apportent rien et qui soient juste des valeurs comme ça, on appelle ça des wall power, mettre au mur ça, et qui n'apportent rien. Voilà, donc c'est là où j'ai confiance et dans le marché et dans les artistes pour que justement il y ait à un moment donné une rencontre entre les deux. Alors pour terminer sur une note un peu optimiste pour la France, avant d'évoquer votre artiste américain, celui que vous exposez en ce moment, Kushner, donc en France, quand on vous lit, on a l'impression que si la résistance à l'hégémonie américaine a mis beaucoup de temps à s'installer, et on en a parlé, qu'il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui grâce aux initiatives privées, notamment celle de François Pinault. Alors ça c'est vrai, voilà, une autre chose, un autre pan, volet voilà, que j'ai vécu, puisque bon, j'ai commencé à travailler en tant que salarié dans une galerie à partir de 88, où là c'était vraiment la domination américaine et allemande, et puis après c'était encore un peu compliqué, j'ai ouvert mes galeries en 93. Voilà, tout ça a été compliqué, et puis on a vu arriver assez rapidement après, enfin, on va dire d'une certaine manière, des acteurs, un acteur, puisqu'après il a été suivi, mais une personne qui s'est identifiée comme collectionneur d'avant-garde. C'est ce qui manquait en France. Voilà. Il y a toujours eu des collectionneurs plutôt discrets, très discrets, peu d'avant-garde. C'est-à-dire qu'ils continuent à acheter l'école de Passion Paris. privée, c'est ça? Voilà, alors bon, il y a eu cette fameuse exposition Passion privée à la fin des années 90. On s'est aperçu d'ailleurs que les 3 quarts des collectionneurs ne mettaient pas leur nom, y compris d'ailleurs M. Pinault, qui avait prêté un magnifique tableau de Rauschenberg, justement, qui est aujourd'hui au MoMA. Voilà. Et on se rendait compte qu'il y avait, à part, c'était sur les doigts des 2 mains, il y avait ces collectionneurs d'avant-garde qui étaient juste connus de nous, qui avions des galeries. Personne ne les connaissait sinon. Et puis petit à petit, grâce à François Pinault, et donc à d'autres derrière, voilà, le collectionneur français s'est fait connaître comme étant un acheteur d'avant-garde, d'artistes et français, mais aussi étrangers, et n'avait pas peur de se mettre en avant. Et donc, ce sont des locomotives qui ont entraîné d'autres, puisqu'après, c'est comme ça que M. Arnaud est devenu aussi, aujourd'hui, on va dire, certainement le plus grand collectionneur au monde, en achetant aussi bien des œuvres classiques que des œuvres d'avant-garde. Donc, voilà, ça a été quelque chose de très important. Les musées français ont adopté aussi des manières de faire très américaines, c'est-à-dire on crée des associations de collectionneurs, des amis de musée qui donnaient de l'argent, c'était défiscalisé. Il y a des lois comme la loi d'Ayagon de 2003 qui a été très importante pour le développement justement du mécénat privé. Et ces associations, c'est de l'argent à la fin, participaient aux acquisitions du musée, avec des conservateurs
et des collectionneurs. Ça, c'était très américain. Donc, c'est pareil, il y a une espèce de mimétisme qui s'est fait à un niveau très élevé, comme avec M. Pinault. De l'autre côté, avec toutes ces associations de musées qui existent maintenant au Centre Pompidou, au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, et même dans d'autres musées en région, qui font qu'on se sent concerné. Et les collectionneurs aujourd'hui, les acheteurs, savent qu'ils participent à quelque chose d'important. D'abord, ils ont vu qu'aux États-Unis et en Allemagne, en Angleterre, c'était quand même quelque chose qui avait été très bénéfique. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas la honte de se dire qu'on collectionne de l'art contemporain. On le montre et voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et donc tout ça fait que les artistes contemporains français sont plus connus qu'auparavant, qu'eux-mêmes ont fait des efforts, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas simplement aidés par l'État, mais ils savent qu'ils doivent travailler avec des galeries en France, à l'étranger, ils doivent parler anglais, ils doivent faire des bourses à l'étranger. Enfin, tout le monde se sent concerné. Voilà. Donc ça c'est et puis donc les galeries, on le voit aujourd'hui, les galeries françaises, une galerie française à vocation internationale comme la mienne, eh bien on fait partie voilà de ce grand circuit international, c'est-à-dire on a plusieurs antennes, on participe à une dizaine de foires, on a des équipes très structurées qui sont là pour, moi je dis toujours, les ventes ça s'invente. Voilà, donc au bout d'un moment c'est savoir à qui on peut vendre, faire en sorte de connaître les collectionneurs potentiels, envoyer des dossiers dans les musées qui peuvent nous accompagner, trouver des expositions. Voilà, donc c'est un vrai travail d'entrepreneur et ça c'est pareil, c'est assez nouveau parce que c'était pas le cas il y a quelques années, ça ne se disait pas. Alors justement, pour conclure sur l'artiste américain que vous exposez actuellement, donc disons qu'il est, en effet, c'est un artiste un peu qui témoigne d'ouverture, on va dire, un artiste de ce point de vue-là, moins américain, dans sa pratique et dans ses références culturelles. Peut-être que vous pouvez... Alors oui, Robert Kushner, il est né en 1949, voilà, donc il est évidemment... postérieur après ce américain, c'est très américain, l'art minimal dont on a parlé mais qui est très américain aussi, et le pop art. Et donc c'est un artiste qui s'est fait connaître justement parce qu'il a voyagé beaucoup en Orient, Moyen-Orient. Il connaît très bien les techniques de peinture japonaises, chinoises, indiennes, et il est revenu, aux États-Unis, il partait 5 mois, 6 mois, mais il revenait. Et il a fait des œuvres très intéressantes à la fin des années 70, dans laquelle il mêlait des tissus américains et des tissus venus d'autres espèces de créolisation, justement, de la peinture et de l'art, avec des tissus qu'il trouvait dans les pays, justement, orientaux, sur lesquels, après, il travaille sur des motifs qui, d'ailleurs, aussi font penser à Manet ou à Matisse. Voilà, il y a aussi le jeu avec les tissus qui sont très, très propres aux œuvres, les papiers découpés de Matisse. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, il y en a eu un autre comme ça qui s'appelait Zakanich, ils sont tous les deux créateurs de ce mouvement qu'on appelle le pattern painting, c'est-à-dire remettre en avant le décoratif, le beau, mais aussi les influences à la fois orientales mais européennes. Et on peut s'imaginer qu'à l'époque, à la fin des années 70, c'était pas du tout évident. C'est ça. Voilà. C'était parce pas que très lui, bien quand vu. il commence à peindre, c'est effectivement... Voilà, c'était pas très très bien vu. Et il y a eu, pendant une petite dizaine d'années quand même, une attraction par rapport à ce moment. Il est présent dans de nombreux musées américains, mais le marché, qui aime bien les choses un peu claires, on va dire, n'a pas tellement adhéré. Mais il se trouve que il a toujours continué son travail. Nous, à la galerie, nous le représentons avec les œuvres récentes, mais j'ai voulu vraiment montrer ces œuvres anciennes, qui d'ailleurs remportent un grand succès, parce qu'on a placé des œuvres dans des collections vraiment importantes, parce que justement aujourd'hui, on sait lire différemment. Alors ça, c'est aussi le fait, vous voyez, cette ouverture à d'autres cultures, des Américains, mais de nous aussi, font qu'on comprend ce que ça veut dire, et que un artiste américain, c'est pas juste Warhol ou Lichtenstein, c'est aussi autre chose, et c'est beaucoup plus ouvert. Et alors c'est intéressant parce que certaines personnes qui viennent voir l'exposition, alors là, une artiste afro-américaine très, très connue qui est venue la semaine dernière, et elle a demandé à ma collaboratrice, mais elle a quel âge, donc elle pensait, et elle est noire. Voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette peinture, on peut la comprendre que parce que la personne serait une femme, parce que il y a des silhouettes comme ça, et parce que les fleurs, voilà, les fleurs, et parce que justement il y a un moment un corps de femme noire et ça reprend les motifs africains qu'on retrouve dans certains, et donc alors que l'artiste est justement, non, il est, j'aime pas dire ça, mais
blanc américain. Voilà, donc c'est intéressant de voir vous voyez, que même cet artiste était figé dans ce qu'elle pouvait imaginer. Voilà, des stéréotypes. Voilà. Et donc lui, c'est pour ça que ça m'intéressait de montrer Kushner, justement pour casser ces stéréotypes, et que les artistes, voyez-vous, sont toujours à l'avant-garde, parce que vous voyez, lui-même était à l'avant-garde de ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ce que vous montrez très bien, donc tous ces stéréotypes, vous les désarticulez et et vous faites bien résonner cette géopolitique de l'art contemporain, vous nous faites vraiment entrer dans ce débat passionnant. On pourrait continuer encore très longtemps, mais on va s'arrêter là aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup. Merci France. Et à une autre fois, j'espère.